Voilà, bonjour à tous, vous tous qui nous suivez en ce moment ici sur www.telechangu.com et vous tous également qui nous suivez à la télévision sur Télé 7, la chaîne républicaine. Je reçois aujourd'hui pour vous Madame Maria Gabriel. Elle est donc députée européenne. Elle a été chef de la mission de l'observation pas des Nations Unies, mais de l'Union européenne en République démocratique du Congo lors des élections de novembre 2011. Madame Maria Gabriel, bonjour. Bonjour. Alors, tout récemment, vous avez été en République démocratique du Congo pour faire le suivi, disons l'évaluation du processus électoral. Mais il s'est fait également qu'il y a aussi un autre processus qui s'annonce. Beaucoup de choses sont dites. Mais revenons d'abord aux élections de 2011. Vous avez fait notamment 20 recommandations en ce qui concerne l'amélioration du processus pour les élections provinciales. Est-ce que vous avez le sentiment que vous avez été entendu ? D'abord, je tiens à remercier encore une fois tous les Congolais et toutes les Congolaises pour l'accueil chaleureux qu'ils ont réservé à la mission de suivi électoral que j'ai eu l'honneur de diriger au mois de juin. Comme toujours, cet accueil a été parmi les plus chaleureux qu'on a jamais reçus. C'est important d'avoir ce type de mission de suivi parce que le cadre de notre mission est bien défini. Nous étions là pour voir justement qu'en est-il de la mise en œuvre des recommandations que la mission que j'ai dirigée en 2011 a émises. Donc aujourd'hui, pour nous, il était important de rencontrer tous les acteurs du processus électoral. J'ai eu l'honneur de rencontrer le Premier ministre, également les deux présidents du Parlement, du Sénat, le président de la CENI, les partis politiques, la société civile, les médias. Donc pour nous, le principal objectif était de faire un état des lieux. Qu'en est-il de nos recommandations? Par exemple, je donne notre première recommandation consistait en la mise en place de la Cour constitutionnelle. Donc aujourd'hui, nous constatons que la loi a été ratifiée, mais il est nécessaire encore de procéder à la nomination des juges et d'assurer l'indépendance de leur mandat. Voilà l'exemple de ce que cette mission fait. C'est-à-dire, d'une part, on se rend bien compte quelle est la mise en œuvre des recommandations émises en 2011, mais aussi quel est le prolongement pour que le processus électoral, maintenant qui s'annonce pour la République du Congo, puisse se dérouler dans les bonnes conditions. Mais vous avez parlé justement de la Cour constitutionnelle, mais le vrai problème pour les Congolais, ils vont vous dire, mais est-ce que c'est un problème d'homme ou c'est un problème de système? Parce que ce soit au niveau de la Cour suprême de justice ou au niveau de la nouvelle Cour constitutionnelle, je vous rappelle peut-être que tous les 9 personnes ont été nommées par le président Kabila, donc logiquement il ne reste plus que l'installation. Est-ce que vous pensez que ça pourra changer quelque chose par rapport à ce que vous avez pu... Ce n'est pas vrai que les 9 personnes ont été nommées. Vous savez qu'il y a 3 personnes qui sont nommées par le président, 3 personnes qui sont nommées par le Parlement, le Sénat. Donc aujourd'hui, en tout cas, nous en tant que mission de suivi, on n'a pas eu connaissance des 9 personnes précises. On sait quelles sont les 3 personnes que le président a proposées, mais on est toujours en attente des noms de tous les 9. Je peux vous confirmer que les 9 sont déjà connus. Et donc voilà, on verra ce que ça va donner. Mais en termes de crédibilité, parce que lorsque vous avez fait un premier rapport par rapport au processus électoral de 2011, vous avez estimé que les élections n'étaient pas crédibles, n'étaient pas transparentes. Est-ce que vous pensez que rien qu'avec la Cour constitutionnelle, ça pourra changer quelque chose quand on sait que tous ceux qui sont pour le moment, du moins les noms qui sont déjà connus, sont quand même teintés, en train d'appartenir à une classe politique, donc ils ne pourront pas quand même, dans une certaine mesure, couler leur camp politique? D'abord, pour qu'il y ait des élections crédibles, ça ne dépend pas d'une seule institution. Prenons l'exemple de la Cour constitutionnelle. Elle gère le contentieux électoral. Donc là, nous constatons qu'aujourd'hui, il y a un énorme défi. Pour gérer comme il faut le contentieux électoral, il faut des institutions qui soient mises en place, avec des effectifs, avec des formations. Et donc aujourd'hui, on a quelques inquiétudes. Nous n'avons pas manqué d'ailleurs de le dire à Kinshasa, c'est qu'en termes de gestion de contentieux électoral, il est nécessaire que des efforts soient redoublés pour pouvoir répondre aux défis qui se posent pour le cycle électoral jusqu'à 2016. Aujourd'hui, on constate qu'il n'y a pas encore l'installation des tribunaux de paix, la Cour constitutionnelle avec une répartition claire des compétences, l'indépendance des juges. Donc, si on continue avec ce rythme, on peut se poser beaucoup de questions inquiétantes quant au respect du calendrier électoral, puisque la gestion du contentieux, ne serait-ce que par le contentieux encore des candidatures, commence à poser quelques questions.
Donc aujourd'hui, c'est des questions qu'il ne faut pas omettre. Mais je n'accepte pas la question, est-ce que c'est le système ou les hommes? Enfin, ça dépend de quelle approche on est plus proche nous-mêmes. Moi, en ce qui me concerne, c'est les institutions sont faites d'hommes. Mais aujourd'hui, il est nécessaire que toutes les institutions qui prennent part dans le processus électoral soient mobilisées. Il n'y a pas que la Cour constitutionnelle. Il y a aussi la CENI. Je sais qu'il y a un rôle central. C'est la pièce maîtresse de tout ce processus électoral. Mais ce n'est pas seulement au président de la CENI d'avoir tous les regards rivés sur lui. Il y a les cadres de concertation. Voici une belle initiative, la réactivation des cadres de concertation. Aujourd'hui, nous sommes attentifs pour que ces cadres de concertation deviennent de véritables plateaux de discussion et non pas des forums d'information comme certains partis politiques nous ont fait parvenir comme témoignage. Il est nécessaire aussi à ce que l'Assemblée générale comme organe collectif, et voilà une bonne décision, prenne toutes ses responsabilités pour que la CENI ait un contact, un dialogue régulier avec les partis politiques, avec la société civile. Ça apportera grandement une atmosphère de plus de paix, de plus de transparence et de donner ce sentiment que tous participent au processus électoral. Mais il n'y a pas que la CENI et il n'y a pas que la Cour constitutionnelle. Il y a la responsabilité aussi du gouvernement. Il y a le budget qui doit être donné pour ces élections. Il y a aussi le ministère de l'Intérieur, sécurisation des votes, ministère de la Justice pour que le bon déroulement du processus puisse être assuré. Il y a les partis politiques, il y a la société civile et il y a des médias. Donc aujourd'hui, pour moi, la question est plutôt comment toutes ces composantes d'un processus électoral digne de ce qu'attendent les Congolais dans leur propre pays puissent être relevées. Et ça se fera par la participation de tous, par un dialogue régulier et par une transparence dans la prise de décision. Et à ce stade, justement, parce que, comme je le disais, vous avez connu, par exemple, le pasteur Ngoï Mulunda, qui était le président de la CENI. Vous connaissez actuellement l'abbé Malou Malou, qui est l'actuel président de la CENI. Est-ce que vous avez le sentiment que les choses évoluent dans le positif? Ou bien, finalement, ce sont ce qu'on peut qualifier des tares de l'ancienne CENI qui sont en train de se répéter? Non, j'ai déjà donné quelques éléments. Nous constatons que notre deuxième recommandation en 2011, c'était la restructuration de la CENI. Cette restructuration, aujourd'hui, on observe qu'elle a bien été entamée. Nous avons un nouveau président de la CENI, nous avons une assemblée générale où, je rappelle, que tous les partis politiques ont des représentants, y compris les partis de l'opposition, et nous avons les cadres de concertation qui sont une excellente idée. Donc aujourd'hui, ce qui est nécessaire, c'est d'assurer un fonctionnement transparent, d'avoir des discussions où tous les participants peuvent s'exprimer et ce que les décisions prises puissent être communiquées à temps, à la fois à la société civile et à la fois aux partis politiques. C'est ça qui donnera le sentiment d'une CENI, d'un président de CENI crédible qui fait son travail. Et ça reste encore un défi à relever puisque c'est un défi qui ne se fera pas avec une seule action ou avec une seule décision. Alors maintenant, M. Malou Malou est là. Comme première action ou parmi ces actions, il a justement sorti un calendrier pour les élections locales et disons les élections locales, municipales, et urbaines. Finalement, au niveau de la classe politique, beaucoup de gens ont estimé, surtout ceux de l'opposition, que ce calendrier était une provocation, calendrier qui a été soutenu par ceux de la majorité, mais bien avant également, il y avait le balai qu'on pourrait qualifier diplomatique pour tous les envoyés spéciaux disons dans les Grands Lacs, notamment Russ Feingold pour les États-Unis, Koen Vervaeke pour l'Union européenne, et il y avait Madame Marie Robinson. Tous ont demandé, et vous-même aussi, vous avez demandé un calendrier global. Monsieur Malou Malou vous répond qu'il faut d'abord de l'argent pour produire un calendrier global. Finalement, comment vous positionnez-vous par rapport à cette situation? Voilà l'exemple d'une question où les deux autorités qui sont responsables de montrer que la décision, elle se fait dans la transparence et dans un objectif pour le bien démocratique des Congolais doit être prise. Nous continuons à insister sur le fait qu'il est nécessaire d'avoir un calendrier global, un calendrier électoral complet, consensuel, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une discussion et assorti d'un budget approprié. On a nous aussi assisté à cette renvoi de balles. Le Premier ministre qui dit qu'il faudrait que le calendrier complet soit présenté pour pouvoir prévoir le financement nécessaire, et un président de la CENI qui nous dit qu'il est nécessaire d'avoir d'abord le budget. Mais ce n'est pas à nous
de dire comment il faut faire. Ça, ce n'est pas le travail de l'Union européenne. En revanche, c'est aussi un message qu'attendent les Congolais de savoir qu'un cycle complet d'un si énorme défi qu'il représente, parce qu'il implique tous les niveaux, du municipal, du local, par les provinciaux, les sénateurs, les gouverneurs, jusqu'aux présidentielles et législatives, soit présenté correctement et de manière transparente à tous. C'est ça aujourd'hui qui manque. En nous présentant un bout de calendrier, on comprend bien qu'il y a place de tout un tas d'autres interprétations. Donc aujourd'hui, ce que et la communauté internationale et les citoyens congolais demandent, c'est d'avoir un calendrier complet qui est élaboré sur une base du consensus, ensemble avec toutes les forces de la nation, et en même temps de voir quel est le budget approprié pour qu'on évite des situations qu'on a connues déjà dans le passé. Donc pour nous aujourd'hui, il est important de continuer à suivre cette question. Ça mettrait fin en tout cas à tout un tas d'interprétations qui parfois ravivent juste des émotions sans qu'il y ait quelque chose de consistant derrière. Vous savez que quand on présente un calendrier électoral complet, on dit, voilà, notre objectif c'est d'avoir des bonnes élections qui se déroulent dans des conditions les plus favorables et qui visent effectivement le renouvellement de la classe politique comme toute élection dans une démocratie, du niveau local jusqu'au niveau plus élevé de l'État, le niveau présidentiel. Lorsque vous présentez seulement les locales, les provinciales, les municipales, les citoyens ont le droit de se poser la question, qu'en est-il des autres? Pourquoi on ne peut pas avoir un aperçu de ce qui arrive? Dans toute démocratie, on sait quel est le cycle électoral. Donc aujourd'hui, c'est tout simplement, à mon avis, juste encore une question dans laquelle les institutions qui sont responsables doivent prendre leurs responsabilités. Oui, mais maintenant, quand vous dites que c'est aux Congolais de le faire, parce qu'au final, vous ne pouvez rien faire, mais pour les Congolais, ils se disent, mais tiens, nous pouvons avoir peut-être une pression de l'Union européenne, une pression, en tout cas la communauté internationale, pour faire bouger les choses. Est-ce que vous ne pensez pas que, dans une certaine mesure, ils seront dans un certain désespoir de vous entendre qu'au final, si rien n'est fait, vous ne ferez rien? Mais non, parce qu'il faut en finir avec cette vieille conception que c'est quelqu'un de l'extérieur qui viendra et qui imposera une telle décision ou qui fera pression pour que les choses puissent marcher. Il y a suffisamment de partis politiques mûrs, d'une société civile active et qui connaît très bien les règles de la démocratie au Congo, qui eux-mêmes sont capables de faire avancer les choses. Ce qu'ils demandent, c'est que ça se fasse dans le dialogue, dans le consensus, à ce qu'il y ait un échange d'informations, à ce qu'il y ait un minimum de transparence dans la prise de décision. À ce moment, la communauté internationale, elle est là pour dire que nous avons notre engagement envers la RDC. Nous continuons à suivre de près ce qui se passe, mais notre rôle, ce n'est pas d'intervenir dans les affaires internes de l'État congolais. Alors, finalement, les élections qui sont escomptées pour le 2016, surtout en ce qui concerne les législatives et la présidentielle, se font également sur fond de tentatives ou de velléités de modification de la Constitution. Si jamais on est arrivé à cette étape, est-ce que votre position sera toujours la même ou bien votre observation pourra peut-être s'orienter d'une autre manière? Notre position n'a pas changé. Nous avons l'article 220 de la Constitution. C'est un article auquel il ne faudrait pas toucher. On sait que c'est un article qui est garant aussi de la démocratisation de l'État congolais. Aujourd'hui, on continue à suivre les évolutions. Nous avons des projets de loi, y compris projets de loi qui portent modification sur le mode de scrutin pour les provinciaux, les élections provinciales, mais aussi sur le corps électoral. Moi, je ne dévancerai pas le temps. Je pense que ça ne nous sert à rien de constructif et de positif, de se focaliser sur un éventuel ou pas changement de l'article 220 de la Constitution. On sait l'importance de cet article. En revanche, on suit de près tout ce qui se passe avec les autres projets de loi pour pouvoir réagir et pour pouvoir continuer à exprimer quelle est notre position sur ces questions-là. Pour nous, il est très clair que dans la Constitution, il est dit que le président de la République fait 2 mandats. Ça s'arrête là. Et ensuite, nous avons des élections qui sont là aussi pour renouveler la classe politique et c'est à elle et au peuple congolais de s'exprimer quel est l'avenir qu'ils veulent que le pays puisse avoir et la route dans laquelle il va s'engager.
Voilà, c'est donc au peuple congolais de pouvoir savoir la route dans laquelle il pourra en tout cas s'engager. Merci Madame Maria Gabriel de nous avoir accordé ce petit temps. Je remercie également tous ceux qui m'ont aidé à la réalisation de cette émission, Monsieur Zoher Saïdi au niveau de la réalisation et au niveau du mixage son, Monsieur Lionel Léost. Voilà, quant à moi, je vous retrouve lors d'une prochaine émission. D'ici là, portez-vous très bien. Peace and love, frères. Ainsi soit-il. Et ce qui est dit est dit. Madame, merci. Merci beaucoup.